What happened to Alain Cahn? Alain Cahn, un personnage mythique et culte du rock français des années 80. Sa disparition mystérieuse un jour d'avril 90 à Paris a marqué la fin des années 80 et les esprits. C'est l'impuissance, c'est le mystère, c'est dingue. L'histoire d'Alain Cahn, c'est celle de ce petit garçon pas tout à fait comme les autres qui voulait devenir une star, vivre dans le regard des autres. Il aurait été tour à tour un chanteur à midinette des 60s, puis un sosie de David Bowie dans les 70s, et enfin le premier punk français dans les 80s. En fait, c'était une sorte de Jean Genet moderne pour moi. Une sorte de Jean Genet moderne, sauf que, comme Jacques Rigaud, son œuvre, c'est sa vie, quoi, pour moi. C'est ça. Alain Cahn aura croisé les plus grands. Écrit pour Dany, Christophe et plein d'autres. Son passé est une légende, mais son présent reste un mystère. Alain Cahn s'est-il suicidé? A-t-il été assassiné ou vit-il reclus, caché quelque part, loin du tumulte qu'il a lui-même créé? Qu'est-il arrivé à cet Alain Cahn? Je me dirige vers les quais du métro Châtelet pour évoquer ce qui restera, sans nul doute, comme l'une des plus grandes énigmes de l'histoire du rock français, la disparition d'Alain Cahn. Nous sommes le 14 avril 90. Alain va prendre son métro accompagné de son ami Hubert. C'est le soir du week-end de Pâques. Dans le métro, on peut dire qu'Alain ne passe pas inaperçu. Il a ses magnifiques yeux bleus perçants et aussi sa crinière rouge, tout à fait punk not dead. Un gars qui prend le métro et qui réapparaît jamais, avouez que c'est pas banal. C'est donc sur ce quai du métro Châtelet qu'Alain disparaît. Et c'est sa sœur Véronique, sa petite sœur, qui va s'inquiéter en premier. Ce 14 avril 1990, il est 15h, Alain Cahn s'engouffre dans le métro pour rentrer chez lui. Il n'a que 3 stations à parcourir pour rejoindre son appartement du quartier de la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement de Paris. Et pourtant, il ne va jamais y parvenir. Les heures passent et ses proches s'inquiètent de son silence. C'est d'abord son amant, un certain Hubert, qui tente à plusieurs reprises de l'appeler, ce fameux week-end de Pâques. Inquiet, il finit par alerter la sœur d'Alain Cahn, Véronique. Véronique, comment tu as appris que ton frère avait disparu? J'ai appris ça un week-end de Pâques. Il avait un ami qui s'appelait Hubert et qui m'a téléphoné le soir. Il était inquiet, chez mon frère ça ne répondait pas. Il avait déposé mon frère, soi-disant, c'est toujours des parenthèses, sur le quai du métro Châtelet. Véronique va tenter de rendre visite à son frère. Mais il n'y a personne dans l'appartement qui paraît inoccupé depuis des semaines. L'inquiétude augmente. Bien évidemment, toute la nuit, j'ai téléphoné chez lui, pas de réponse. J'ai appelé un ami qui a des magasins de serrurerie, etc., pour venir ouvrir la porte en me disant « Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Je vais trouver mon frère mort derrière la porte », parce que je m'angoissais énormément pour ce genre de truc. Et bien, nous sommes arrivés et il n'y avait personne, quoi. Et de ce jour-là, on n'a jamais eu de nouvelles. Une disparition à Paris, ça finit par être remarqué. Alors Véronique demande de l'aide à la police. N'oublions pas qu'Alain a 42 ans. Et il a évidemment parfaitement le droit de mener sa vie comme bon lui semble. C'est un rocker, ne l'oublions pas. Alors au poste, on promet à Véronique une enquête qui n'aura jamais lieu. Je n'ai jamais eu aucun contact avec la police, ni courrier, ni téléphone, ni quoi que ce soit. On m'a jamais appelé. Pourtant, je pense que je devais être dans les dossiers, vu que quelques temps avant, il était chez nous, mais effectivement, on m'a jamais contacté. Pourtant, Christian Lacroix est l'un des derniers à avoir vu Alain Cahn. À partir du moment où il disparaît, plus de traces, plus rien, plus de coups de téléphone. On n'a jamais rien reçu, on n'a jamais eu un message en disant, par exemple, je sais pas, un message un peu spécial qui nous dirait « vous inquiétez pas » ou quoi que ce soit. On n'a jamais eu aucune nouvelle
ni personne qui nous a téléphoné en disant maintenant j'ai cru le voir à tel ou tel endroit, jamais. Ces images sont les dernières d'Alain Camp. Des images presque pathétiques. Un concert donné devant une poignée de fidèles en Haute-Savoie. Difficile de voir dans cette prestation qui fut réellement Alain Camp au temps de sa splendeur, quelques années plus tôt. Difficile aussi d'expliquer sa disparition. Quelques semaines plus tard, suicide d'une star déchue, assassinat d'un homme criblé de dettes ou fuite vers un ailleurs, vers une autre vie. À défaut d'éléments tangibles, de preuves, de pistes sérieuses, c'est dans la vie, dans le parcours d'Alain Camp que nous allons chercher une raison à cette disparition. Une vie qui a commencé tout à fait différemment. Sur 2 notes, je te dis que je t'aime. Sur 3 notes, je te donne mon cœur. Sur 4 notes. Quel genre d'enfant c'était? Oh, c'était un petit garçon trop mignon, quoi. Super gentil, adorable, très sensible. Voilà. Moi, comme je disais, je suis un petit diable. Lui, c'était tout... Non, c'était le petit garçon super gentil. Voilà, un cœur énorme. Et, il voulait déjà être artiste, chanteur? Ouais. Oui, depuis tout petit. Né à Paris en 1947, le jeune Alain Camp veut faire carrière dans la musique. Grâce à un radio-crochet, il va enregistrer son premier disque à l'âge de 16 ans. Pour mon anniversaire, j'ai reçu une lettre d'amour. Je crois qu'elle est sincère, et si je pense à toi tous les jours. Et quand ça commence à démarrer pour lui, enfin le début de sa carrière, toi tu juges ça comment? Ça te... Oh bah c'est super parce que je suis petite et puis je vois mon frère qui chante et je vois qu'il a du succès, donc c'est génial quoi. Parce que c'est mon grand frère et que voilà, c'est super. Il chante du Beko, il chante du Nougaro, je sais même pas s'il a... Je sais, enfin, c'est ce style quoi. Sur 2 notes, je te dis que je t'aime. Sur 3 notes, je te donne mon cœur. 64, c'est le premier passage à la télévision d'Alain Camp. Le jeune chanteur type à midi net, comme l'époque les affectionne tant. Concurrent d'Hervé Villard, d'Adamo et des autres, il sort quelques 45 tours à succès avant de voir sa carrière stopper net. C'est l'armée. Je vais mettre caresse. Appelé 18 mois sous les drapeaux, éloigné de sa carrière musicale, Alain se remet en question et commence à découvrir un peu plus sérieusement sa sexualité. À la caserne, ce n'est pas l'infirmière, mais plutôt l'adjudant qui va le faire craquer. J'ai fini ma chanson. De retour à la vie civile en 68, Alain Camp traîne dans les boîtes de nuit parisiennes et va finir par devenir DJ. C'est ainsi qu'il rencontre un soir le chanteur Christophe. On devait avoir peut-être 25, 26 ans, quoi. J'avais traîné dans une boîte à la Contrescarpe. Et donc, lui, il mettait de la musique, tout ça. Il mettait de la bonne musique, naturellement, parce qu'il aimait les choses de qualité. Et puis, moi, j'allais au bar, et puis on discutait. J'aimais bien Alain, et puis... il était gai, on s'entendait bien. Entre les deux hommes, donc, le courant passe bien et nos deux chanteurs s'entendent même sur une collaboration. Alain Camp touche alors du doigt le monde du showbiz. Christophe rencontre par hasard Véronique, la sœur d'Alain Camp. C'est le coup de foudre. En fait, un soir, il y avait une jeune fille qui dansait, c'était Véronique, sa sœur, et une espèce de volcan m'a traversé et j'en suis jamais, en fait, je m'en suis jamais remis de tout ce que j'ai giclé dans tous les sens. Et donc j'arrêtais pas de me faire chier parce que ça marchait pas parce que
j'étais jeune, et puis comme elle était jeune, elle n'avait pas l'autorisation de sortir tard la nuit, tout ça, alors c'était tout un truc, voilà quoi. J'ai vu cette fille comme ça, qui m'a vraiment bouleversé quoi. Et Christophe va épouser Véronique. À cette époque, Christophe est une énorme star. Il vient de cartonner coup sur coup avec Aline et les marionnettes. Alain fréquente toute la bande de son beau-frère et notamment le producteur Jean-Marie Rivière qui le fait entrer à l'Alcazar, le cabaret mythique de la nuit parisienne où se produisent les plus grands comme Dany ou Gainsbourg. L'Alcazar, c'était un endroit qu'on avait créé en plein Saint-Germain-des-Prés, rue Mazarine. C'est devenu automatiquement l'endroit le plus branché de la capitale, avec un spectacle complètement fou, furieux. La fin des années 60 lui va bien. Les mœurs lâchent la bride et Alain Cahn a envie de davantage de soufre. Sa carrière artistique reprend sous les auspices du monde de la nuit. Alain se métamorphose en Amédée Junior. En costume noir, il campe un homosexuel et chante en zozotant à la Maurice Chevalier des histoires d'amour compliquées. Peut-être une semaine ou deux ou trois après que j'ai débuté, j'ai vu Alain Cahn arriver. C'était un charmant petit jeune homme. Il avait toute l'allure du jeune premier, assez précieux. Et on l'appelait Fleur Bleue d'ailleurs. Sa chanson s'appelait Fleur Bleue. Et on l'appelait Amédée. Et il avait un très joli numéro où il sortait d'une bonbonnière et il chantait une chanson très, très fleur bleue, quoi. C'était, comment je vais vous dire, un interprète avec un charisme très, très bien, quoi, dandy de cette époque-là, un peu étrange, quoi, un peu fermé, mais rempli de charme, quoi. Son numéro de music hall va lui ouvrir de nombreuses portes, et notamment celle des maisons de disques. Alors il sort quelques 45 tours, continue à écrire pour Christophe et les autres. Mais Alain se fait repérer par la censure en écrivant pour Dany les textes du Petit Photographe, un texte où l'ambiguïté du verbe « prendre » est largement utilisée. Dès cette époque, Alain Cahn aime frayer avec les limites du bon goût. Il prend dans toutes les positions, à genoux, debout, assis par terre. De la photo, il est champion. Il me prend des journées entières. Il me dit ne bouge plus, chérie. Le petit oiseau, il va sortir. Et clic et clac, moi, ça me fait rire. Le petit oiseau a glasouillé. Et puis, il s'est envolé. Quitte à parfois aller trop loin. Malheureusement, son public va se lasser. À la longue, son numéro ne rencontre plus qu'un succès mitigé. Nous sommes à l'aube des années 70, une nouvelle musique va arriver d'Angleterre, un nouveau style, un nouveau look. Alain Cahn va bientôt s'y jeter à corps perdu. Alain Cahn en a marre de l'Alcazar. Il s'y produit, mais il n'y a pas beaucoup de succès pour Alain. Dany, par exemple, sa copine, a vachement de succès à l'Alcazar, mais pas notre pauvre Alain. Et pourtant, lui, il veut être star ou rien. C'est même le titre d'un de ses 45 tours, qui d'ailleurs n'a pas marché. Il en a marre et il quitte Paris pour Londres. Et là, il va découvrir David Bowie et ce qu'on appelle le glam rock. Si vous avez aimé l'original, vous allez adorer la copie. En juin 72, David Bowie sort Ziggy Stardust et révolutionne le rock. Alain Cahn va vite tomber sous le charme. Lui aussi va se lancer dans ce rock nouveau qu'on appellera le glam rock pour glamour et esthétisme. Maquillage outrancier, identité sexuelle ma foi trouble, cheveux colorés, un esprit proche du cabaret.
Il y a quelque chose qui est drôle avec le rock décadent, le glam rock et tout ça. Je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui joue énormément sur l'ambiguïté sexuelle. C'est-à-dire même tous les musiciens et tout ça, je veux dire, sont maquillés comme des camions volés, on portait les plateformes shoes, des pantalons de satin et des boas, voilà quoi. Mais en fait, c'était très hétérosexuel, je veux dire. C'est durant un séjour à Londres qu'Alain Cahn va découvrir Bowie. Il est ébloui, il ne le quittera plus. Il adore Bowie, c'est un truc, pour lui c'est énorme, quoi. Lou Reed, tout ça, mais bon, Bowie, voilà, ça incarne tout, le talent, la beauté, l'élégance. Je suppose que c'est pour ça que, voilà, il se passe un truc sur Bowie, quoi. Ça m'a étonnée pour la bonne raison que moi, j'avais connu un garçon plutôt précieux qui chantait des chansons douces, des chansons très fleurs bleues, etc., pomponné et tout ça. Et que tout d'un coup, il faisait du rock et j'ai trouvé ça bien. Alain Cahn pousse l'identification très loin, allant jusqu'à reprendre en français les tubes de David Bowie. Alain, David, un amour si fort ne pouvait que se consommer. C'est en tout cas ce qu'Alain Cahn laisse entendre à ses amis à son retour à Paris. La légende dit que les deux hommes ont eu une aventure. Ce qui était plutôt bien, quoi. C'était sympa pour la presse, sympa pour le public, et puis c'était jamais méchant, quoi. Donc, honnêtement, pour David Bowie, je pense pas qu'il l'ait rencontré. Je veux être une star ou rien. Dans sa nouvelle peau, Alain Cahn parvient à séduire à nouveau. Et même beaucoup. Son nouveau mentor est Jacques Chazot, le danseur étoile, est une des très grandes stars de l'époque et ne manque pas de pousser son poulain dans toutes les émissions de télé où il est invité. Un regard hardi qui va loin. Et pourquoi pas. Dès que vient le samedi soir, tu jettes tes robes au fond du placard. Un vieux jeans, une paire de bottes, tu t'en vas retrouver tes potes, bien sûr je sais. Ah, c'est démodé. Les guitares électriques, la course avec les clics, mais moi ça me plaît. Aujourd'hui tout est changé, les garçons ont les cheveux trop longs, les chaînes de vélo sont rangées, le problème devient la pollution, bien sûr je sais. Ah, c'est démodé. Les blousons de cuir, les motos d'acier, mais moi ça me plaît. Come on, come on down with me. The rock and roll, come on down with me. The rock and roll, come on down with me. The rock and roll, come on down with me. The rock and roll, come on. Donc Jacques, qui faisait partie, qui était très ami avec Jean-Marie Rivière, quand il a vu, c'est pas tombé en amour, c'est tombé en admiration devant quelqu'un qui avait autant de charisme et de talent, quoi, même dans l'écriture des chansons et tout ça, franchement. Et donc Jacques, forcément, il a dû passer par des phases qui ne m'intéressent pas et tout ça, mais c'était très beau, c'était plus du mécénat pour mettre en avant un artiste, quoi, qui était Alain. Je veux être une star ou rien. Être une star ou rien, Alain Cahn n'a donc qu'un seul objectif, et en plus il est sur le point d'y arriver, enfin. Mais porté par le succès, Alain va de nouveau commettre des erreurs. En repoussant les limites de la provocation et de l'outrance, il se heurte à la censure. L'époque est encore sage, voire frileuse. Le titre de son album, Heureusement en France, on ne se drogue pas, est en fait un hommage au plaisir artificiel et la France giscardienne se fâche. Interdit dans les bacs, Alain aurait pu se calmer, rentrer dans le rang. Au contraire, il va se radicaliser. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas. Après cet épisode glam rock, Alain Cahn va se trouver avec le punk rock. Et oui, n'oublions pas que dans ces années-là, les Sex Pistols, de l'autre côté du Channel, insultent abondamment la reine. Tout est permis, c'est la période No Future. Et Alain Cahn fonde Gasoline, un des groupes mythiques de l'époque 77-78. Alain Cahn est définitivement un punk not dead. Le problème,
c'est qu'un punk en famille, à table, le dimanche par exemple, devant le rôti, devant le poulet familial, ça passe moyen. « 1977, voilà Gasoline, fini le Alain Cahn en clone de David Bowie, voici Alain Cahn punk. Pour la première fois, il va s'entourer de garçons aussi fondus que lui et surtout de Fred Chichin qui deviendra le guitariste de Rita Mitsuko. Ensemble, ils ne se donnent aucune limite, plus loin dans la provocation, plus loin dans le bruit, dans la laideur, dans la fureur, dans l'autodestruction. Même moi, je me dis, mais mon Dieu, oh, j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? C'est tout ma folle, quoi. Effectivement, sa manière de s'habiller, c'est les gens qui l'entourent, les musiciens, qui ont des trucs vraiment bizarres dans leur tronche, où ils disent, parce que je faisais souvent des dîners, ils venaient souvent dîner chez moi, tout ça, toute cette équipe, où t'entends des gens qui te disent, bon bah voilà, genre Pierre-Jean qui dit à 35 ans, il faut se foutre une balle dans la tête, parce que voilà, c'est comme ça, c'est le truc des punks, j'en sais rien, c'est leur truc à eux, et tu dois partir, c'est fini, quoi, la vie, ça ne les intéresse plus, quoi. Auprès des punks, Alain Cahn cherche une seconde jeunesse, comme pour finir en beauté. Alain, il avait un complexe par rapport à ça, par rapport au fait qu'il ait 10 ans de plus que nous, quoi, tout simplement. Voilà. Et donc, je crois que c'est ce qui l'a amené, par exemple, à sortir un disque plus punk que punk, parce que genre, Gasoline, le disque de Gasoline, c'est peut-être le truc le 45 tours le plus punk au sens purement 77, avec les cheveux en l'air et les clichés du truc qu'il y a eu en France. Bon, c'est pas forcément ce qu'il a fait de plus intéressant. Je pense même pas que ça c'est très bien fait, mais je pense même pas que ça soit très intéressant d'ailleurs. Mais je comprends très bien la démarche, parce que il recherchait une crédibilité punk, parce qu'il était un peu complexé par son âge, par sa culture. Je veux dire, bon, quand même Alcazar homosexuel et tout ça, je veux dire, bon, qui n'était pas celle du punk rock. Ce mec avait quand même commencé à faire des disques à la Claude François, avant de faire Life on Mars en français, et puis il avait terminé avec un des disques les plus effrayants de tous les temps, Whatever Happened to Alain Z. Cahn, et qui est pour moi quelque part entre ma Index et Berlin, quoi. Voilà, c'est ça que j'en garde. Leader charismatique, chef de bande, Alain va fédérer toute une faune interlope qui se retrouve le soir chez lui à siroter bien autre chose que du banga. Je me rappelle, la première fois que je l'ai vu, c'était chez lui, dans le 18e, dans un décor rose, dans un décor électrique, rock'n'roll. Il y avait, je ne sais pas si je peux le dire, un énorme phallus en carton sur lequel on s'asseyait entre les deux, oui. Il y avait des flippers, il y avait des photos de Marilyn, des tenues kitsch, et Alain qui régnait au milieu de tout ça, avec un énorme sourire, et qui accueillait tout son monde, c'était porte ouverte. Il y avait toujours, je veux dire, 30 personnes là-bas chez lui, bon, et puis c'était des, bon, entre guillemets, orgies. Enfin non, c'est vrai que c'était très punk et tout ça, et lui, il regardait ça avec une sorte d'attitude comme ça, d'hôte, amusé et désabusé, très classe et tout, quoi. La drogue est omniprésente. L'argent de la vente de ses disques est immédiatement réinvesti en substances hallucinogènes. Je me rappelle d'Alain, bon, il m'a parlé qu'il y avait 2-3 plans, bon, avec des maisons de disques. Il me dit, c'est super, avec l'avance, on va acheter du champagne. Voilà, ça fonctionnait comme ça. Dans notre esprit, toujours de cette époque de 77-80, c'était, prends-en un max au major, et puis va te déchirer avec. Arrivé le soir, on dit, tiens, qu'est-ce qu'on va prendre? Ou on se posait pas la question, parce que ça arrivait, donc tiens, voilà. Bon. Oui, on prenait beaucoup de... Les années 80, c'était Corinne et des Spies, et puis des cachets qui vont vous mettre, comme le Mandrax, qui vont vous mettre dans un état second, un peu tellement décontracté que
on atteignait le pathétique. Je me rappelle de scènes, les mêmes que j'avais revues à Mont-de-Marsan, bien sûr, à l'époque du festival punk et tout ça, de gens qui étaient en train de presser cette défonce terrible qu'il y avait à l'époque, qui s'appelait la Dipertrol, où c'était une sorte de somnifère pour éléphants et qu'on pressait avec du coton jusqu'à ce que l'élixir comme ça se dégage, et voilà. Et puis bon, on dormait 3 jours, alors c'était entre la Dipertrol et les amphétamines, quoi, donc pour les trucs les plus clean, on va dire. On aurait fait le bonheur d'un médecin légiste, quoi, tu vois. Mais à terme, la drogue nuit à la créativité. Alain Cahn traverse cette période furieuse en ne sortant qu'un seul 45 tours. Et le punk passe de mode. Alain Cahn en sort accro aux drogues, lessivé, sans argent, sans amis, sans rien. Presque 3 décennies qu'Alain Cahn enregistre des disques et son nom ne brille toujours pas au sommet de l'affiche. Il commence à se rendre compte que sa carrière prend l'eau. Alors il arrête. Et il va survivre grâce à des petits boulots ou alors en allant taper sa sœur qui gentiment lui passe un peu de pognon pour survivre. Au fond, à ce moment-là, Alain Cahn est mort une première fois. Il est mort parce qu'il se rend compte que sa carrière est foutue. Bienvenue dans les fabuleuses années 80. Madonna se veut vierge, Michael Jackson est au top, Jeanne Masse et Désirless ramassent les dernières pitreries du punk pour en faire des tubes grand public. Alain Cahn, lui, est devenu un junkie qui erre dans les rues de Paris. Dans ces périodes de lucidité rares, il entreprend l'écriture d'un roman qu'il présente à tous les éditeurs, sans succès. Plus aucun musicien ne veut de lui, de ses grandiloquences et de ses turpitudes. Tous les amis ont fui. Seule sa sœur Véronique s'occupe encore de lui. Je vous avais dit de me laisser 48 heures là-dedans, j'ai pas fini, bordel de merde, j'ai pas fini. Je fuis. Quand la dernière fois je l'ai vu, aussi il était venu me voir peut-être un mois avant sa disparition pour me demander de l'argent. Et là, comme je suis plus tellement dans la confiance par rapport à tous les soucis, tous les problèmes importants que j'ai appris, bon, je lui donne un peu de fric, mais je lui donne pas 500 balles, quoi. À l'époque, c'était des francs, je lui donne 200 francs. Et je lui dis non, écoute, j'ai mes problèmes, voilà. Alain doit mettre momentanément de côté ses activités musicales, mais tente d'écrire pour d'autres, notamment pour son beau-frère Christophe. Ensemble, ils vont signer l'album au titre déjà prémonitoire, Pas vu, pas pris. Ça s'est fait comme ça, moi je sais plus comment, parce que c'est... Je pense que quand il venait à la maison, il écoutait des fois mes maquettes sur lesquelles je bossais, et puis un jour il a dû me dire, tiens, j'ai peut-être des idées là-dessus, de ça, puis voilà, et puis... Et je me souviens, bon, effectivement, j'avais des Dreyfus, j'aimerais bien que ce soit Alain qui écrive, tout ça, et puis il y a vraiment des trucs super. À la dérive, dans Paris, Alain Cahn va trouver une ultime planche de survie, direction la montagne. Là-bas, à Cluse, près d'Annecy, Alain Cahn a encore un soutien. Christian Lacroix, manager, organisateur de concerts. Il héberge régulièrement Alain lorsque celui-ci tente de décrocher de ses démons. Chez Christian, Alain vient respirer un peu le bon air des montagnes. Et sur ces images, on le voit plutôt gai, plaisantant avec ses amis savoyards. Je pense que c'était vraiment une vie de galère à Paris, dans son petit appartement, qui n'était pas un appartement, hein, qui était une chambre de bonne prêtée, je crois. Et bon, bah, il arrive en Haute-Savoie, à Cluse, c'était un petit peu le paradis pour lui, même s'il n'était pas au centre-ville. On n'était pas loin de Genève, donc s'il voulait rencontrer des musiciens, il allait à Genève, il allait à Annecy. Et puis, c'était un peu les vacances à la montagne, quoi, quand même. On était un peu nounous, on est un peu les nouveaux parents, quoi. Au pied des Alpes, Alain trouve le repos, mais pas l'inspiration pour relancer sa carrière artistique. Pourtant, Christian tente de le remettre en selle et organise pour lui des petits concerts, comme ce fameux soir à Cluse, en 87. C'était pas évident pour lui de monter tout seul dans des petites salles un peu glauques. Hein. On n'a pas fait l'Olympia. Je veux dire, on faisait des clubs
un peu à la ramasse, des soirées étudiantes sur Grenoble ou des choses comme ça. Il se sentait vieillir et il pensait qu'il n'allait jamais arriver à une carrière. Et il n'avait pas envie de faire une petite carrière, quoi. Il a envie de faire une grosse carrière. Alain ne fait pas de grosse carrière, mais pour autant ses rêves de devenir une star ne le quittent pas. Il met lui-même en scène une ultime interview, très glauque, tournée par lui et avec ses amis. Même au Véracluse, Alain ne peut pas s'en empêcher. Il veut absolument surprendre dans sa valise. Mais vous prenez des mains froides. Les mains, ça va venir de se déforpiller. Ouais. C'est ça la marginalité pour vous? Non, la marginalité, je sais pas franchement, je sais pas ce que ça veut dire, parce que bon, de n'importe quoi, on dit que c'est marginal dès que ça rentre pas dans les normes. Alors que la marginalité, c'est un art, c'est comme la débauche, c'est comme toutes ces choses-là. C'est pas facile d'être marginal. Mais bon, d'être marginal. Vous le faites exprès? Par exemple, vous, si on vous traite de marginal, c'est non, faites exprès? Ah non, je fais pas exprès. Je veux dire, bon, j'aime les garçons, je fais pas exprès. Il se trouve que je suis plus attiré par des garçons que par des filles. Bon, si je vois une fille qui me plaît demain, je serai aussi attiré. Bon, mais si on a une vision, il y a des mecs, il est pédé, ça c'est un espèce de truc. Ça c'est marginal, parce que c'est pas accepté. Enfin, moi je vois ça comme ça, c'est très très pur hein, dans ma tête. Donc vous pensez que la plupart des gens, puisque c'est pas forcément accepté, sont des marginaux. Mais vous, au contraire, vous êtes quelqu'un de normal. C'est un peu ça. Moi je me trouve très normal. Ok. Alain aime parler de lui, mais beaucoup moins de sa carrière. Il a du mal à s'adapter aux années 80. L'époque est festive, les homos triomphent dans Village People. La drogue est devenue un truc pour youpi boursier. La noirceur n'est plus de mise. Lui, il se retrouve un peu dans le creux de la vague parce qu'aucune maison de disques ne suit. Et puis, il n'y a peut-être pas les rentrées de mécènes qui continuent, quoi. Donc, c'est vrai que la situation se dégrade. Son caractère s'aigrit un petit peu par rapport au métier parce qu'il se rend compte qu'il n'est pas aidé. Un caractère un peu aigri qui ne va pas s'adoucir à son retour à Paris. Dans les bras d'Hubert, Alain Cahn renoue avec son vieux démon, la drogue. Hubert est le compagnon d'Alain Cahn. De ce garçon, on ne sait que peu de choses. Et nous n'avons retrouvé aucune photo de lui. Et il y a une raison à cela. Dans l'entourage d'Alain, Hubert est persona non grata. Hubert, c'est un garçon, voilà, gentil. Je veux pas être, mais j'ai pas envie de dire. Mais bon, c'est pas un mec très intelligent. En fin de compte, c'est pas un mec super performant. Enfin, pas très intelligent, gentil, voilà, et qui fait beaucoup de conneries, quoi. Donc mon frère est dégoûté parce que quand il part justement, à un moment donné, il part sur Annecy, il va faire des radios, il fait des concerts. Et là-bas, et puis quand il a disparu, justement, je trouve une lettre adressée à Hubert où mon frère lui dit. Écoute, tu ne fais que mentir, t'es un feignant, tu feras jamais rien, et quand je rentre, je ne veux plus que tu sois dans mon appartement, quoi. Je te demande de quitter l'appartement. Un coup de colère vite oublié. Alain vivra avec Hubert jusqu'à sa disparition. Un amour destructeur qui ne l'aidera pas à remonter la pente. C'était quelqu'un de charmant, très spécial. Avec qui tout pouvait arriver. On a eu avec lui, une fois, il nous a mis le feu à une chambre d'hôtel. Une autre fois, on a été obligé de le chercher aux urgences où il était attaché à un lit. Il avait été ramassé par des pompiers et enregistré sous le nom de Monsieur X. Je pense que c'était quelqu'un qu'Alain adorait, mais quelque part, bon, il avait un côté très très jaloux. On a eu des concerts complètement fous, on se demandait ce qui se passait des fois. Du style, à Genève, la robinetterie complètement sabotée d'une salle de concert avec 10 cm d'eau une demi-heure avant le concert. Quelqu'un avait dévissé, on était 6 dans la pièce. Il y avait toujours c'était presque des phénomènes paranormaux avec Hubert. Je pense que c'était pas évident à gérer pour Alain, mais ils s'entendaient super bien. Et puis bon, ils avaient quand même un lieu commun. C'était la toxicomanie. En plus, le comportement du couple exaspère le chanteur Christophe. Il finit par mettre Alain à la porte. Il y avait des fois des potes qu'il avait qui étaient comment? Qui me gonflaient un peu au bout d'un moment, c'est comment? Il faut dire stop aux gens ce qu'on pense, quoi.
dans l'intérêt de tout le monde. Une année, mon frère a habité chez moi et mon mari lui demande de partir pour conneries, pour sorte de jalousie. Enfin, c'est aberrant, mais bon, c'est existant. Je lui demande de revenir chez moi et il ne veut pas. Lâché partout, seul, en mauvaise santé, désœuvré, désorienté, Alain Cahn s'est-il donné la mort? Il laisse à sa sœur une lettre aux accents de lettre d'adieu. Véro, je craque, mon corps et ma tête se brisent, se déchirent en plein de morceaux. Je suis littéralement à bout de nerfs. Absolument, tout à fait. Les cons diront que je me suis noyée dans une goutte d'eau. C'est la lettre où là, on le sent vraiment, il craque, quoi, le pauvre. Il est super mal. Nous sommes au début du mois d'avril 90, quelques jours avant la disparition d'Alain. Marie-France est l'une des dernières à le croiser. La scène se passe boulevard Barbès. Je croise Alain Cahn, tout seul. Et puis alors, il m'a serré dans ses bras. Ça va, ouais, ça va. Il m'a embrassé, tout ça. J'ai dit, on sort d'un resto, tout ça. Ah ouais, super, un coup d'un moment. Puis il m'a vraiment embrassé très fort et puis on s'est quittés. Je ne l'ai jamais plus revu. En y repensant comme ça, je me suis dit, je l'ai trouvé plus chaleureux que toutes les autres fois. Je ne sais pas si c'est dans ma tête, mais je l'ai trouvé adorable, chaleureux, vraiment. Et je me suis dit, est-ce qu'il savait qu'il allait disparaître et qu'il me disait au revoir, qu'il était heureux de rencontrer les gens qu'il aimait avant de partir? Je crois que je l'ai vu avec Fabienne, la femme de Laurent Sinclair, la veille qu'on apprenne son... Ouais, je crois. La veille qu'on apprenne sa disparition. Je pense qu'il s'est foutu en l'air, ça me semble évident. Pour moi, simplement, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il y avait des trucs qu'on devait faire avec Libé, on devait faire Je t'aime moi non plus. Je crois que ça foirait. Alain a-t-il voulu organiser son départ en laissant derrière lui quelques indices? Ma mère me dit, une fois malheureusement que mon frère a disparu, elle me dit qu'il est venu chez elle porter, je ne sais plus s'il y avait 1 ou 2 chats, enfin bon, non, un chat, son chat, Roger, et il apporte ses gamelles, tu vois. Donc je me dis, mais ma mère, elle n'a pas tilté. Quelques jours après, le 14 avril 90, Alain Cahn va donc disparaître. Immédiatement, ses proches pensent à un accident, à une overdose. Mais Alain Cahn ou son corps sont introuvables. Il n'est signalé dans aucun service de secours. Sa sœur pense alors au suicide, un suicide dans la Seine. C'est en tout cas ce que révèle une voyante à Véronique. Elle me dit, mais tu te raccroches à tout hein, quand il y a une disparition comme ça. Donc cette femme me dit, écoutez, pour moi, parce que moi effectivement je pleure tout le temps, enfin bon c'est l'horreur, elle me dit, écoutez, essayez de vous raisonner, bon ces gens-là sont assez croyants, donc ils te disent, essayez plutôt de prier pour le libérer parce que c'est pas bon, et pour moi, d'après moi, votre frère s'est noyé, parce qu'il était près de la Seine, et c'est bizarre, parce que si t'aimais mon frère, c'est pas nager. Alors, suicide dans la Seine, me direz-vous? Pas si sûr. Il est toujours dans le mood, le Alain. Il doit faire un album avec Christophe, son beau-frère. Il a des chansons en commun avec Laurent Sinclair, un ex-Taxi Girl. Il est toujours très à la mode, finalement, ce Alain. Il n'y a pas de raison qu'il se suicide. Et c'est là qu'on pense que peut-être Alain s'est fait assassiner. Un suicide dans la Seine, l'hypothèse ne tient après tout que sur le témoignage peu crédible d'une voyante. Et rendons-nous à l'évidence, un gars aux cheveux rouges qui se jette d'un pont un samedi après-midi, ça se remarque quand même à Paris. Si la thèse du suicide ne fait pas de doute pour certains, elle est à exclure pour d'autres. En particulier pour ceux qui fréquentaient Alain juste avant sa disparition. Selon eux, Alain travaillait sur différents projets. Au début de l'année 90, Alain Cahn est certes déprimé, mais le vieux gladiateur punk qui sommeille en lui bouge encore. Je l'ai croisé peu de temps, c'était peut-être... je crois qu'en fait, c'était quelques jours avant, donc c'était vraiment pas, voilà, à côté des Deux Moulins. Il me parle de son intention de jouer au Petit Robert, de faire son truc. Donc voilà, il avait des projets. Il avait, c'est-à-dire la route continuait. C'était pas des projets glorieux. Il n'allait pas être signé par CBS ou je sais pas quoi, mais la route continuait. Mais je crois qu'il y a eu, oui, un drame, mais que c'est pas un suicide. Et puis il y a Christophe, son beau-frère.
Un moment éloigné de la scène, il est en pleine écriture de l'album de son grand retour, Bevilacqua. Christophe propose à Alain d'écrire une nouvelle fois les textes de ses chansons. Pour la famille, ce serait l'album de la réconciliation. J'avais voulu que ce soit Alain qui fasse les paroles de la phase B, parce que on était toujours un petit peu dans la merde, je veux dire, moi à mon niveau, lui à son niveau, quoi. Et comme on était généreux tous les deux de ce côté-là, bon bah, les mots qu'on pouvait s'envoyer ou les petits services qu'on pouvait se rendre étaient toujours généreux et comment. Alain écrit pour Christophe, cherche encore un éditeur pour son livre et prépare même une tournée avec de nouveaux musiciens. Bref, l'ange noir du punk n'a pas l'attitude d'un suicidaire, plutôt celle d'un artiste qui veut revenir au top. Alors, Alain quand assassiné? Et si oui, pourquoi et par qui? Certains ont évoqué l'hypothèse Hubert, son petit ami. Dernier homme à avoir vu Alain. Hubert a longtemps donné des versions différentes de leur séparation. Ce fameux jour d'avril 90, se trompant sur l'heure, puis sur le lieu, flou, contradictoire. Certains ont voulu penser qu'entre les deux hommes au bord de la séparation, un geste irréparable avait été commis. Mais Hubert, décédé en 96, a emporté sa vérité dans la tombe. L'hypothèse est-elle crédible? Hubert était très gentil avec Alain. Bon, il avait un peu ce côté nerf à vif. Mais je pense que s'il avait fait quoi que ce soit à Alain, on l'aurait retrouvé lui mort à côté, ou il serait suicidé juste après. Je ne vois pas vivre, Hubert étant pas méchant d'origine, je ne vois pas vivre avec quelque chose comme ça sur la conscience. Plus sérieusement, l'hypothèse de l'assassinat nous renvoie au problème d'argent d'Alain Cahn. Mobile, une dette non payée, un règlement de compte entre un Alain très endetté et un dealer, lui, très énervé. C'est vrai qu'à ce moment-là, la sœur d'Alain lui donnait un peu moins d'argent. Et Alain sait qu'il en a besoin de cet argent pour honorer ses dettes. Un dealer, un peu impatient, peut-il abattre son client? Il sait alors qu'il ne reverra jamais cet argent, mais au moins, il aura affirmé son autorité. Un fait divers en Savoie vient éclairer la disparition d'Alain sous un autre jour. Nous sommes une semaine avant la disparition. Un soir, la voiture de Christian Lacroix est fracturée. À l'intérieur, les affaires d'Alain Cahn sont dérobées. Discutant, il me dit « il faut que tu ailles porter plainte quand même, c'est pas normal ». Je trouvais ça bizarre de sa part. Et donc je suis allé porter plainte et le lendemain, je l'ai vu découper l'article dans le journal parce qu'il mettait un petit filet dans le journal local en disant qu'une voiture immatriculée tant s'était fait braquer et les affaires volées. Alain paraît inquiet et Christian va surprendre une conversation. Et le lendemain, quand on est rentré à la maison, puisqu'il couchait chez nous, il a téléphoné à quelqu'un en lui disant « Ouais, tu comprends, je me suis tout fait voler, je pourrais pas te payer en rentrant à Paris. » Donc c'était une sombre histoire de, je pense, une sombre histoire de drogue et un peu déplorable, quoi. Un coup monté par Alain Cahn, un expédient pour gagner quelques jours de répit au règlement d'une dette, une triste affaire de drogue. Et surtout, une vraie piste, sérieuse. Malheureusement, à aucun moment la police n'interrogera le moindre témoin. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est rien passé, mais c'est affreux, quoi. Alors c'est vrai que ceci dit, il y avait peu de pistes, hein. Parce que tu sais, quand un mec, tu vois qu'il n'a pas de carte, il n'a pas pu tirer de l'argent là, il n'y a aucune piste possible. Donc c'est difficile, mais quand même, c'est leur boulot, quoi, je veux dire. Une disparition, c'est aussi le boulot d'un juge. C'est lui qui décide si l'affaire doit être considérée comme inquiétante. Concernant Alain, le juge a estimé que ce n'était pas le cas. Il se contentera donc de lancer une simple RIF, une recherche dans l'intérêt des familles. Sans grands moyens, la procédure de la RIF est la plupart du temps vouée à l'échec. Elle consiste simplement à rentrer un nom dans la base de données des policiers en espérant qu'un banal contrôle d'identité pourra suffire à identifier la personne disparue. En France, la RIF n'obtient que 6% de réussite. C'est peu. Alain Cahn suicidé, Alain Cahn abattu. Et dans ce cas-là, pourquoi on n'a pas retrouvé le corps? Parce que si on se suicide, on retrouve le corps. Et si on vous abat, surtout pour faire un exemple, on retrouve le corps. Donc, ça voudrait dire qu'Alain Cahn est quelque part
au vert, loin d'ici. C'est vrai, après tout, Alain Cahn n'est peut-être pas mort, simplement disparu, corps et âme. Peut-être a-t-il voulu tirer un trait sur cette vie et recommencer à zéro, loin d'ici. Un artiste qui disparaît sans laisser d'adresse, ce ne serait pas la première fois. Alain Cahn rejoint ainsi le panthéon des disparus célèbres, comme Philippe de Dieuleveux, ou le frère ennemi Teddy Vrignot, ou encore Alain Colas. Et comme pour eux, ils sont nombreux à le croire en vie, quelque part. Moi, c'est pas suicide pour moi. Et aujourd'hui encore, on en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Christophe, aujourd'hui encore, franchement, moi je pense qu'on va le retrouver dans une secte au bout du monde, ou peut-être à côté. C'est impossible pour moi le suicide. Pour moi, pour moi, hein. Bon, puis parce que peut-être que je suis peut-être plus positif, quoi. Pour moi, j'ai l'impression que qu'on se recroisera, quand je sais pas où ni comment, mais voilà, c'est... Mais à défaut d'éléments tangibles, les proches se nourrissent surtout d'espoir. L'espoir fait vivre. Bah, je serais bien heureuse de le revoir. Mais je voudrais être la première aussi. Non, je sais pas. Bien sûr, ça me ferait plaisir de le revoir, mais est-ce que je m'y attends? Ça fait quand même pas mal de temps qu'il a disparu, ça va faire 20 ans. 20 ans, disparu 20 ans... C'est étrange, hein. Et ce serait bien s'il arrivait là, il pousse la porte, il dit merde, on parle de moi. Faut pas les gars. Allez, hop, il monterait sur la table et puis ce sera reparti. Et puis voilà, non, censure, non. Alain Cahn aurait adoré cette ultime pirouette, devenir spectateur de sa propre disparition avant de réapparaître. Je crois savoir qu'il n'avait pas beaucoup d'argent en poche et tout ça. Je veux dire, en tout cas, pas assez pour aller au Brésil ou je sais pas où, comme je l'ai entendu. Puis on est déjà monté sur scène, qu'on a fait quelque chose. Je veux dire, le peu que ça soit, on n'a pas envie de redevenir un anonyme, de plus exister ou tout ça. Qu'est-ce qu'il aurait foutu? Je veux dire, je sais pas à quel âge il avait, la quarantaine quand il a disparu, je suppose. Je veux dire, j'ai pas fait le compte, mais ça doit être dans ces eaux-là. Bon, donc qu'est-ce qu'il aurait été foutre? Je veux dire, au Brésil, ou je ne sais pas où, en Argentine et tout, ça rime à rien. Très honnêtement, je sais pas. Je sais pas. D'abord, je voudrais pas qu'il soit suicidé. Mais je ne le vois pas non plus devenir Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Parce que Alain était tout sauf Monsieur Tout-le-Monde. Un mec qui me manque, que j'aimais, qui c'est un peu tordu parce que ça me rappelle la mort de Pierre aussi, mon batteur. Un mec bien et un mec encore plus compliqué que moi. J'aimais bien ce mec. Un mec très intelligent. Très beau, très intelligent. Non, je travaille la nuit. Ouais? Ouais. Ah bah justement alors. Bon, enfin, non, mais même pas travailler, je veux dire, je flâne la nuit. Voilà. Flâner. Flâner. Flâner, mais pas slider. Ça sent bon. Bonjour madame, il y a de la lumière, on peut monter. Voilà, c'est comme ça la nuit. Mais je pourrais me dire, pourquoi t'es pas marié? Pourquoi t'as pas des enfants? Une résidence secondaire? Un bateau? Et ça, c'est impossible. L'énigme de la disparition d'Alain Cahn est devenue au fil des ans une légende, un conte mythique dans le petit milieu du rock français. Au point que certains finissent par oublier qu'elle est vraie, cette disparition, et qu'Alain a bel et bien existé. Aujourd'hui encore, des gens, des proches, le cherchent, l'espèrent. Au début des années 2000, Alain Cahn a été classé mort. Pas de recherche, pas d'enquête policière, fermez le banc. Sa famille, ses proches, ses amis se souviennent de lui, espèrent toujours qu'il va réapparaître, ressurgir, de même qu'un petit groupe de fans. Il paraît qu'il en a encore quelques-uns. Et ce documentaire se termine en forme de point d'interrogation. Qu'est-ce qui est arrivé à Alain? Si quelqu'un le connaît, si quelqu'un l'a vu récemment, qu'il se manifeste pour nous. L'enquête n'est pas close. Allez mon père, si je te trouve avec un joint, ah je te mets la tête à l'envers, je te fous dehors comme un chien. Oh papa, ne crains rien pour moi, ici sont rares les chants de pavot. Joue au quart avec tes copains, et va boire un coup au bistrot. Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas.